Le 25 mai 1963 sortait des fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, à Addis Abeba en Éthiopie. 39 ans plus tard, c'est-à-dire le 9 juillet 2002, l'Union africaine voyait le jour. Ce 25 mai 2023 marquait alors le 60e anniversaire de cette organisation continentale. Dans sa volonté de construire une véritable unité des peuples d'Afrique, l'Union africaine peine à convaincre. Alex Gustave Azebazé, l'invité du Grand 7 en deuxième partie, nous parlerons des discours haineux qui semblent être l'apanage des réseaux sociaux dont le gouvernement a décidé d'éradiquer en procédant à des sanctions pénales. Paul Joël Kamchang, secrétaire exécutif à Dizzy Cameroun, sera des nôtres. Mesdames et messieurs, le Grand 7, votre magazine de l'actualité, c'est sur Dash News. Soyez les bienvenus. Faisant un tour sur le continent, question de voir ce qui s'y est passé tout au long de la semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. Bonjour et bienvenue à ce Round-Up de l'actualité africaine. Nous démarrons au Cameroun, où le Parlement est convoqué en session ordinaire le 8 juin prochain à Yaoundé, la capitale. C'est ce qui ressort de deux communiqués signés des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat cette semaine. Cette convocation intervient au moment où le débat sur les discours haineux est d'actualité face à l'idéal d'unité nationale que vise le Cameroun. En République démocratique du Congo, présidentielle 2023, 43,9 millions d'électeurs déjà enrôlés à 8 mois du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante dans le pays a donc livré le bilan des inscrits sur les listes. Un nombre au-dessus de celui de l'année dernière. Cependant, les tensions continuent de monter au moment où le président sortant s'apprête à briguer un autre mandat. Au Sénégal, Ousmane Sonko absent une fois de plus de son procès pour viol présumé. Le leader du PASTEF a été absent ce mardi après un premier report d'audience la semaine dernière. Celui-ci s'est ouvert cette semaine à Dakar dans un contexte de forte tension. Bien avant ce jour, des jeunes Sénégalais montaient la garde devant la résidence de l'opposant à Ziguinchor dans le sud du Sénégal. Ousmane Sonko qui a décidé de retourner à Dakar à travers une caravane qu'il a baptisée Caravane de la Liberté. Toujours cette semaine, en RDC, le président congolais Félix Tshisekedi a entamé en Chine une visite d'État à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Accompagné d'une forte délégation, il aborde avec son homologue leurs relations bilatérales avec en priorité la question économique, la Chine étant le premier partenaire commercial du Congo, notamment pour ses ressources minières. En Afrique centrale, des experts planchent sur les performances industrielles et commerciales. Les tissus industriels et commerciaux sombrent aujourd'hui dans une espèce de léthargie. L'illustration juste est 2% de produits manufacturés sont échangés dans la zone selon les experts. Une situation qui contraste avec la richesse en matières premières qui caractérise la sous-région. C'est pour inverser cette tendance que Douala, la capitale économique du Cameroun, a abrité cette semaine un atelier sur les stratégies commerciales et industrielles de soutien à la mise en œuvre de la ZLECAf en Afrique centrale. Toujours au Cameroun, le Fonds monétaire international annonce un décaissement de 45 milliards de francs CFA après la 4e revue. Un appui budgétaire qui va aider le Cameroun à faire face aux difficultés qu'il traverse dans l'élaboration du plan budgétaire 2023. Cette semaine, l'Organisation de l'Union africaine a fêté son 60e anniversaire. Il y a 60 ans, elle voyait le jour à Addis Abeba en Éthiopie. 32 chefs d'État et de gouvernement s'étaient réunis autour d'un projet commun, la signature de la Charte de l'unité africaine. L'objectif, favoriser l'unité, la solidarité de l'Afrique et combattre le colonialisme. La cérémonie de prestation de serment du nouvel exécutif de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tiendra le 2 juin prochain. L'annonce a été faite cette semaine. Les responsables nommés à la 15e session des travaux de la conférence des chefs d'État prendront officiellement fonction.
matière de protection des civils, cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur la question. Selon le rapport de 2022, les Nations Unies ont enregistré au moins 16 988 décès de civils dans 12 conflits armés, ce qui est considéré par Antonio Guterres comme un échec du monde en matière de protection des civils, a-t-il affirmé cette semaine. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Alex Gustave Azibazé, spécialiste des questions africaines. Bonjour. Madame, bonjour. Et bonjour à vos téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau de l'émission Le Grand 7. C'est un plaisir, j'espère que notre échange sera utile et malgré les conditions de passage. Il le sera. Alors, il y a 60 ans, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on parle cet après-midi de l'Organisation de l'Unité africaine qui voyait le jour à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous faisons le point en images et nous revenons. Notre Afrique, notre avenir. 60 années d'existence, autrefois appelée Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Une image de tous les dignitaires du continent africain pour marquer les 60 années d'existence de la première institution continentale post-indépendance de l'Afrique. Tous réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour l'événement commémoratif du 25 mai, moment au cours duquel le syndicat reconnaît la vision et l'étape franchie jusqu'à présent sur le continent. Une opportunité pour l'Union africaine d'échanger sur le bilan, les projets et la visibilité de l'institution à l'horizon 2063. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, Azali Assoumani, actuel président de l'Union africaine, des représentants des États membres de l'Union africaine, le comité des représentants permanents, des représentants des femmes et des jeunes, des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies, tous réunis comme autrefois pour tabler sur l'avenir de l'organisation vieille de 60 ans. La paix, la sécurité, la démocratie et le développement de notre continent sont menacés dans plusieurs de nos contrées. À cet égard, nous devons convaincre nos frères du Soudan de privilégier le dialogue pour que cesse la guerre qui sévit dans ce pays depuis quelques semaines maintenant et qui ne fera que fragiliser davantage ce grand pays frère. L'Union africaine, composée de 55 États membres sur le continent africain, a été officiellement lancée en juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, à la suite d'une décision prise en septembre 1999 par son prédécesseur l'OUA de créer une nouvelle organisation continentale. La célébration se déroule cette année sur fond de conflits et de changements climatiques, causant le déplacement de près de 44 millions de personnes de leur foyer en Afrique subsaharienne. Merci, Larissa Libom. Alors, Alex Gustave Azibazé, le 9 juillet 2003, à Durban, en Afrique du Sud, l'Organisation de l'Unité africaine faisait place à l'Union africaine. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de ce changement? D'abord, d'une part, il faut considérer que en se retrouvant 15 ans après, avec tous les États anciennement colonisés devenus indépendants, l'Organisation de l'Union africaine, qui est l'institution mère de ce que nous considérons aujourd'hui comme étant l'Union africaine, avait plus ou moins rempli sa mission originelle. Parce que voyez-vous, certes, l'Organisation de l'Unité africaine est née en 1963. Un Camerounais considérait en 1963 le Cameroun était indépendant, mais moins de 30 pays africains étaient indépendants à ce moment-là. Et parmi ceux des participants à la conférence inaugurale, ou si on peut appeler ça comme ça, oui, la conférence inaugurale de l'Organisation de l'Unité africaine à l'aube des indépendances, il y avait pas mal de mouvements de lutte, notamment par exemple la SWAPO, les partis politiques nationalistes, surtout de l'Afrique australe, et qui
qui étaient encore sous le joug de la colonisation, soit anglaise, soit hispanique, espagnole ou portugaise. Et on l'aura remarqué quand en 2003, les chefs d'État de l'Union africaine, qui comptent déjà 54 pays, se réunissent à Durban en Afrique du Sud pour décider de transformer l'Union africaine en l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine. C'est d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue philosophique, l'expression de ce qu'ils considèrent que le bébé qui avait été créé, tout à fait fragile, était devenu mature et était appelé à traverser, à passer à une autre étape de sa vie. Et quelle est l'étape de cette vie-là? Il s'agissait, et je parle de l'Union africaine, de travailler maintenant en réunissant les pays membres, les pays et les peuples, pas plus seulement les pays, mais les peuples, afin que les Africains aient la maîtrise de leur destin. C'est pour ça que vous verrez que 7 ou 8 ans après, et ça a été adopté en 2010, il est adopté un plan d'action qui s'appelle Agenda 2063. L'Agenda 2063, c'est une sorte de document stratégique qui essaie d'aborder tous les domaines de la vie de l'être, j'allais dire de l'être humain, mais je préfère dire de l'être africain, dans ses différentes composantes, dans ses différents besoins, défis et challenges, pour que dans les 50 années qui viennent, à partir de 2010, qu'on n'ait plus l'impression seulement que les Africains, à travers leur organisation fêtière, qui est l'Union africaine, et qui a été appelée syndicat des chefs d'État et de gouvernement, sont drivés par l'extérieur. Évidemment, on peut faire un bilan aujourd'hui, je crois une quinzaine d'années après, 13 ans après le lancement de l'agenda, non, 23 ans après. On va revenir sur cet agenda de 2063. Oui. Alors, permettez juste que je fasse une petite correction. Il s'agissait bien du 9 juillet 2002 à Durban, en 2002. Du Sud. Alors, oui. Je tenais à revenir sur cette information. Alors, comment comprendre, Alex Gustave Azebazé, qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne fasse toujours pas l'unanimité? Je ne suis pas aussi tranché que vous. Faire l'unanimité auprès de qui? Auprès des États, l'Union africaine fait l'unanimité. La preuve, les 55 pays qui existent sur l'espace territorial considéré comme étant le continent africain sont membres de l'Union africaine. Donc, on ne peut pas dire que d'un point de vue institutionnel, l'Union africaine ne fasse pas l'unanimité. Maintenant, est-ce que, au niveau des peuples, au niveau des individus, au niveau des citoyens, nous sentons suffisamment l'Union africaine dans notre vie? Contrairement aux Européens, nous ne sentons pas l'Union africaine. Pourquoi ne sentons pas l'Union africaine? Mais on peut retourner la question. Est-ce que vous sentez l'État du Cameroun dans votre vie quotidienne, en dehors des impôts, en dehors de ce qu'on vous pose des exigences de type dominante de ceux qui sont en haut? Malheureusement, l'Union africaine a aujourd'hui l'état de ce que sont l'essentiel de ces éléments constitutifs, c'est-à-dire les États. Et les États pris en leur gouvernement, en leurs institutions. L'Union africaine ne peut pas être autre chose que sont l'essentiel ou la majorité. Je risque même dire tous les États, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud et un peu le Nigeria, où on constate aujourd'hui que malgré les disparités de niveau de vie, il y a quand même des sociétés, elles ont structuré des sociétés où les peuples ont leur mot à dire sur les décisions des gouvernements. Mais quand j'ai fini de citer ces deux pays-là, j'ai de la peine à citer un autre, troisième ou quatrième, surtout pas en Afrique francophone où nous nous trouvons. Alex Gustave Azebazé, quel bilan faites-vous de l'Union africaine? On a l'impression que les questions vont toujours dans le sens du négatif. On a bien compris ce que vous venez de dire. Oui. Mais quel bilan faites-vous de l'Union africaine? Je vous ai dit, le simple fait que l'Union africaine existe, dans un monde où il y a une sorte de... il y a une tendance à la domination d'un bloc, le bloc occidental. L'Union africaine
qu'on le veuille ou non, même si elle n'a pas de politique étrangère à proprement parler. On remarque quand même que sur un certain nombre de questions, internationales notamment, l'Union africaine, à travers un certain nombre de mécanismes, notamment la Commission de l'Union africaine, qui est l'instance permanente de l'Union africaine, prend un certain nombre de positions qui peuvent... Vous pouvez nous donner des exemples, n'hésitez pas. Je ne m'aventurerai pas parce que c'est souvent malséant de donner un exemple qui peut être interprété comme étant mineur par rapport à un cas plus important que vous n'auriez pas rapporté. Mais j'en viens. Je veux dire quoi? Moi, je constate que sur la question, la difficulté de l'Union africaine en son instance permanente, c'est-à-dire la Commission de l'Union africaine, c'est qu'elle n'a pas suffisamment autorité face aux États. Et les États africains sont extrêmement jaloux de ce qu'ils appellent leur souveraineté. De sorte que, même quand la conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême, la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit 2 fois par an à Addis Abeba ou dans un pays en session extraordinaire, dans un pays membre de l'Union africaine, même quand elle prend des décisions, des résolutions, à l'intérieur des pays, les gouvernements ne les appliquent pas. Moi, je veux prendre un exemple. Je suis Camerounais, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis connu comme tel. Je sais par exemple que la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance est un texte qui a été adopté par la conférence des chefs d'État. Donc, c'est une convention internationale, une convention régionale africaine, dont les dispositions sont censées comment je vais dire, sont censés s'imposer aux États membres. Parce que dès l'instant où les États membres les ont ratifiés, le Cameroun a ratifié cette charte-là, la CADEC, en 2012. Mais on remarque que le Cameroun a de la difficulté à refléter ses pratiques démocratiques, ses pratiques institutionnelles, ses pratiques de gouvernance par rapport au contenu de la CADEC. Je peux prendre un autre exemple. Il y a la charte africaine pour les droits de l'homme et des peuples. Cette charte-là, par exemple, indique très clairement que les États membres doivent, sur les questions de l'accès à la justice ou du droit à la bonne justice, que les États membres doivent veiller à ce qu'aucun citoyen ne soit placé en détention préventive, en détention sans avoir été préalablement jugé. Mais vous voyez dans nos pays, et je parle de notre pays, je préfère prendre un exemple, parce que le Cameroun est un pays africain, il ne faut jamais se leurrer. Je préfère prendre un exemple que chacun peut vérifier. Nous avons tellement de cas de personnes qui, sans avoir été jugées, sans avoir été condamnées, sont privées de liberté, non même pas souvent sur les questions des infractions de nature criminelle ou des présomptions d'infractions criminelles, mais simplement parce qu'il y a une suspicion de ce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont exprimé ou bien ce qu'ils ont projeté, et on les met en détention. Ça donne l'impression, et parfois, même quand les instances de l'Union africaine, les instances arbitrales, comme la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, prennent une décision, prennent une ordonnance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ou quand la Commission africaine des droits de l'homme, qui est l'instance qui examine les communications adressées par les citoyens, membres ressortissants des pays membres de l'Union africaine, quand ils prennent une communication qui est appelée avis, nos gouvernements ne les appliquent pas. Or, l'Union africaine n'a pas d'armée, n'a pas de police, n'a pas de gendarmerie. C'est gendarmes, c'est policiers, c'est la police, la gendarmerie de ces États membres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si nous ne fonctionnons pas comme ça, si on ne fixe pas des critères, et c'est peut-être l'une des faiblesses, des critères de convergence. Les critères de convergence, c'est quoi? Et on voit ça en Europe, par exemple. Ce que les pays estiment que les pays s'entendent et mettent en place, à travers l'instance permanente qu'est la Commission, un ensemble de critères qui, quand vous, en tant qu'État, vous ne remplissez pas ces conditions, il y a un certain nombre de privilèges, notamment, y compris le privilège de vote, y compris le privilège d'accéder à un certain nombre de fonds, de fonds communautaires,
auxquelles vous n'accédez pas. Si on en venait à procéder de la sorte, il me semble que les pays africains ne considéraient plus que l'Union africaine, c'est juste un lieu où on se retrouve 2 fois par an, un peu pour de la Java et pour les missions des membres de nos gouvernements. Puisque nous sommes en train de parler des faiblesses de l'Union africaine, oui. On a bien compris. Vous êtes en train de nous faire comprendre que l'Union africaine a du mal à s'imposer au sein des États africains. Mais j'aimerais bien qu'on aborde un pan de la situation. Il y a des questions auxquelles on attendait que l'Union africaine affirme son autorité, fasse pression. On a la guerre au Soudan aujourd'hui, on a les nombreux coups d'État en Afrique de l'Ouest, on a la Libye. Est-ce qu'on ne devrait pas se dire que... On a les nombreuses révisions des constitutions en Afrique centrale. Madame Elingui, voyez-vous, je pense que l'Union africaine a un déficit rédhibitoire. Une institution, quelle qu'elle soit, n'est jamais forte uniquement par le fait de son existence. Elle est forte et s'impose à ses membres lorsque ses membres lui donnent les moyens de fonctionner. Voyez-vous, le seul moment où l'Union africaine, où la voix de l'Union africaine a porté, c'est quand qui était président de la Commission africaine à l'époque, je crois que ça s'appelait secrétaire général. C'était un ancien président, le président Alpha Ouma Konaré. D'ailleurs, l'agenda 2063 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui est porteur de cette... Parce qu'il avait une vision, c'est quelqu'un qui avait dirigé, mais qui s'imposait face à ses pairs, ses anciens pairs qui étaient des chefs d'État, et donc il leur parlait d'égal à égal. Aujourd'hui, on prend des fonctionnaires dont le niveau le plus élevé aura été peut-être ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe à Addis Abeba, l'essentiel de sa vie, c'est qu'il ne doit pas trop gêner ceux qui le nomment. Et l'autre question, c'est celle du financement. Les pays membres de l'Union africaine ne donnent pas suffisamment... Nous allons revenir sur cette question. Je vous en prie. Donc, vous avez parlé des conflits. L'Union africaine se trouve aujourd'hui, c'est vrai, il existe un mécanisme international. C'est-à-dire que les Nations Unies se sont organisées de telle sorte que les composantes nationales ou régionales qui n'ont pas les moyens d'opérer sur le plan de la gestion ou de la prévention de la paix, parce que c'est l'objectif fondateur de l'Organisation des Nations Unies, préserver la paix après les 2 guerres que le monde a connues, notamment et particulièrement la dernière, la Deuxième Guerre mondiale. L'Union africaine a tendance à se mettre sous la bannière de l'ONU pour régler les crises africaines. Et pendant ce temps, les pays occidentaux, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'ONU, se trouvent, rappellent que, en tout cas au moins sur le plan de l'image, de dire, nous vous demandons de développer des solutions africaines aux crises africaines. C'est pour ça que vous remarquerez, jusqu'à un moment récent, lorsqu'il y avait une crise institutionnelle dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, je préfère parler de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui intervenait. Vous aurez remarqué que lorsqu'il y a une crise post-électorale en Gambie, c'est la CEDEAO qui agit. Lorsqu'il y a eu, dans le sillage de la révolution burkinabé, vous avez vu, c'est la CEDEAO qui, à travers des groupes de travail de haut niveau, qui étaient constitués des chefs d'État, membres de la CEDEAO, qui a opéré. Même si derrière, on sait que la communauté internationale dont nous disons qu'elle est représentée par l'ONU, était encouragée sur diverses formes. En un mot comme en mille, l'Union africaine est née pour impliquer les peuples et pour que les peuples, pour que ces décisions soient plus légitimes. Le véritable problème, c'est que même si dans les processus de prise de décision, il y a souvent la consultation des sociétés civiles, dans les mises en œuvre, c'est les gouvernements des pays qui doivent l'assurer. Vous connaissez beaucoup de gouvernements en Afrique, surtout en Afrique francophone, qui tiennent compte de ce que dit la société civile. Moi, j'en doute.
Alors, vous m'avez dévancé pour parler, vous avez parlé il y a quelques instants du financement de l'Union africaine. L'Union africaine, effectivement, Gustave Alex Azebazé, est financée à 60% par les contributions des États membres, dont 40% peinent à annuellement à s'acquitter de leur contribution annuelle. Ouais. Du coup, ces 40% restants proviennent des partenaires, c'est-à-dire l'Occident. L'Union européenne et la Chine. Alors, est-ce que cette situation n'est-elle pas de nature à compromettre la souveraineté de cette institution? L'Union africaine n'a pas vocation à avoir une souveraineté autonome. La souveraineté de l'Union africaine, c'est à travers ses membres, que sont les pays. L'Union africaine n'a pas une existence, en tout cas dans sa configuration actuelle. C'est la différence avec la Commission européenne. La Commission européenne, la Commission de l'Union européenne est faite de telle manière qu'il y a des décisions qu'on appelle les directives, qu'elle prend au quotidien pour dire aux États, pour dire à tel gouvernement, vous n'êtes pas dans le bon timing, vous n'êtes pas dans le bon temps par rapport au texte que vous, les États, vous êtes donné. La Commission de l'Union africaine n'a pas cette capacité-là. La Commission africaine est essentiellement une exécutante des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il y a moi, j'ai participé par exemple à des discussions dans le cadre de notre secteur d'activité, du besoin de faire adopter par les pays membres de l'Union africaine des législations spécifiques garantissant l'accès des citoyens en général, mais des journalistes en particulier, aux informations publiques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé à faire adopter un avant-projet de loi modèle par la Commission de l'Union africaine, qui a été effectivement fait. Mais cet avant-projet de loi modèle ou type existe, mais les pays africains, tels que le nôtre, n'ont même pas encore commencé, n'ont même pas encore entamé une discussion avec les acteurs intéressés pour le faire. Et la question du financement est importante parce que pour faire ce travail-là, vous savez qui avait financé? C'est l'UNESCO. Ce n'est pas la Commission de l'Union africaine. La Commission africaine, la direction de l'information de l'Union africaine, avait dû monter un projet, le soumettre à l'UNESCO, qui l'a fait financer par des bailleurs de fonds extérieurs. C'est un exemple type de ce que il est difficile que l'Union africaine soit cette institution puissante dont nous avons besoin en tant que peuple, surtout à un moment donné où on réfléchit, l'ensemble des citoyens, en tout cas la majorité des citoyens africains, souhaitent que nos pays aient davantage la maîtrise de leur, comment je veux dire, de leur politique, de leur projet, de leur vision du monde. C'est-à-dire que notre vision du monde ne peut pas systématiquement être adossée à la vision des autres. Et la vision des autres, parce que comme il y a un adage qui dit, quand c'est celui qui vous paye, qui indique le ton, qui indique la chanson. Et la question de la souveraineté que vous avez posée, je la résume en ces termes-là. Moi, j'ai été ébahi d'assister à des sommets de l'Union africaine où le système de traduction était opéré par les Chinois dans le bâtiment que les Chinois ont offert aux Africains. Comment dans ces conditions-là vous pensez que vous pouvez avoir la maîtrise de vos projets? Parce que dans ces installations-là, vous savez, pour ceux qui font qui ont un peu lu sur l'intelligence, je ne veux pas dire l'espionnage, ils savent très bien que celui qui construit cet immeuble, s'il veut, il vous écoute, il vous observe à tous les niveaux. Je dis ça et je ne vais pas plus loin. Alors, revenons en tant soit peu sur cet agenda de 2063. On en parlait encore il y a quelques instants. Je voudrais m'attarder à présent sur un projet, celui qui voulait faire taire les armes en 2020. Au regard de la situation dans le continent, Alex Gustave Azebazé, un échec cuisant? Je redoute que vos téléspectateurs m'étiquettent de catastrophiste. Et pourtant, je suis un partisan de l'Union africaine. Je vous ai dit, j'ai même piloté, j'ai participé à la mise en place au Cameroun d'une plateforme qui visait à faire la promotion de l'Union africaine.
parce que nous avons estimé qu'il n'était pas bon que les citoyens ne connaissent pas qu'il existe, que les pays africains ont mis en place par nos ressources, parce que les cotisations du Cameroun, par exemple, à l'Union africaine, c'est notre argent. Et le Cameroun est, et ça je n'ai pas souvent l'habitude d'apprécier les actions de notre gouvernement, est l'un des rares États qui est généralement en règle dans ses cotisations auprès de l'Union africaine. Ça c'est un point, au moins à l'actif de notre gouvernement, en tout cas du gouvernement actuel. Quand je finis de dire ça, j'observe avec vous que ni avant 2010, ni avant 2020, c'est-à-dire dans les 10 ans, les premières années de l'agenda 2063, ni après, c'est-à-dire nous sommes en 2023, on est 3 ans. Le bilan qui est fait, c'est que les armes ne sont pas tuées en Afrique et ne peuvent même pas se taire. Pourquoi les armes ne peuvent pas se taire? Tant que à l'intérieur des pays africains, c'est-à-dire les pays membres de l'Union africaine, les dirigeants, les gouvernants qui nous représentent auprès de l'Union africaine n'intègrent pas le dialogue, la discussion sur toutes les questions qui se posent comme étant le meilleur moyen, la meilleure stratégie pour purger les poches de conflit. Il y aura toujours des conflits et surtout des conflits armés. Les armes prolifèrent là où il y a eu un déficit de dialogue construit, continu et permanent. Et en cela, c'est la responsabilité de nos gouvernements d'écouter les citoyens, d'écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec leur politique, de discuter avec eux, de discuter avec les citoyens, de discuter avec leurs opposants, mais de discuter aussi avec les opérateurs économiques. Parce qu'il n'est pas acceptable que chaque fois que vous allez à Addis Abeba, vous voyez les délégations gouvernementales, étatiques, qui sont pleines de fonctionnaires, mais vous ne voyez pas les opérateurs économiques. Quand vous allez à Washington, à New York, c'est pareil. Pourtant, quand vous allez à Bruxelles, où se trouve le siège de l'Union européenne, mais vous voyez comment les membres de la Commission européenne discutent avec les opérateurs économiques pour construire avec eux les possibilités de peser sur la compétition internationale. Pourquoi voulez-vous qu'un investisseur camerounais qui veut aller à la conquête d'un certain nombre de secteurs, mais qui n'a pas de plateforme au niveau régional africain, je vais dire à Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine, je parle d'Addis Abeba parce que c'est le siège de la Commission de l'Union africaine, où il n'existe pas une plateforme véritable de discussion entre les leaders politiques, dont les dirigeants, les décideurs et eux. Comment feront-ils pour avoir le bargaining qui est nécessaire pour confronter et avoir les parts importantes de marché sur le continent? Je n'en vois pas. On va me dire, les Dangote existent, les Mochepe existent, le Sud-Africain, quelques-uns. Mais eux, ils existent, je m'excuse, ils existent parce qu'à l'intérieur de leur pays, un gouvernement a décidé à un moment donné de dire, nous misons sur tel compatriote, nous l'accompagnons dans sa vision, en tout cas dans la vision, parce que nous voulons atteindre l'autonomie dans tel secteur agricole, secteur des farines, secteur de la cimenterie, en tout cas secteur de la cimenterie, pour le BTP, secteur du pétrole, des carburants, pour faire fonctionner les machines, l'énergie, et dans le pays où on a des problèmes comme ceux d'approvisionnement en énergie électrique. Le Nigeria est, de mon point de vue, quelles que soient les difficultés qu'on peut. Je parle beaucoup du Nigeria alors que je suis un francophone. C'est parce que le Nigeria, de mon point de vue, quand on a de la chance d'avoir un voisin de la taille du Nigeria, on ne peut pas s'enfermer dans les histoires avec les gens dits de l'Afrique centrale qui, à la limite, n'admettent même pas que les Camerounais entrent dans leur pays. Non, la thématique de l'Union africaine, c'est l'intégration des peuples. L'intégration, on ne peut pas parler d'intégration des peuples en nous taisant chaque fois qu'on voit que des gouvernements font comme si c'était une faveur qu'ils laissaient entrer des Africains dans ce qui tient de leur pays ou de leur territoire. Est-ce que c'est normal qu'un Camerounais ne puisse pas circuler en Afrique centrale à sa guise comme quand nous allons en Afrique de l'Ouest? Quand je suis déjà entré au Nigeria, je peux aller jusqu'en Sierra Leone, je peux aller jusqu'à Banjul par voiture dès l'instant où j'ai
le laisser passer. En tout cas, on a mis sur mon passeport à l'entrée du Nigeria. Le Niger m'a autorisé à entrer sur le territoire. C'est comme ça que ça marche en Afrique de l'Ouest. C'est un peu comme en Europe pour le Schengen. Si vous entrez à Paris ou à Bruxelles avec votre visa Schengen, vous avez la possibilité de parcourir les 26 pays membres de l'Union européenne sans aucune entrave. Mais notre petit truc qu'on appelle la CEMAC, il n'est même pas possible que, avec votre passeport, vous puissiez... Alex Gustave, vas-y. Je suis désolé, c'est vous qui m'avez invité. Moi, je n'ai pas demandé à venir ici. Ouais. L'intégration, et ça fait partie de la stratégie d'organisation de l'Union africaine. L'Union africaine a créé 5 sous-régions. La CEDEAO, la CEAC, la SADC, l'Union du Maghreb arabe et l'ECA, pour l'Afrique de l'Est. La région où il y a le moins de liberté de circulation, c'est en Afrique centrale. Est-ce que c'est normal? À mon sens, ça ne l'est pas. Et nous sommes à la phase où on vient d'adopter, on a adopté, c'est entré en vigueur, la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Comment pensez-vous, et ça c'est l'Union africaine, c'est un point à mettre à son actif, on peut dire tout ce qu'on veut, même si j'ai entendu les gens dire que c'est inspiré de l'extérieur de l'Europe ou bien de l'Organisation mondiale du commerce. Mais si nous produisons, si nos gouvernements accompagnent nos investisseurs à produire sérieusement, nous allons distribuer nos propres produits sur notre continent, si bien entendu ils sont concurrentiels. Et pour qu'ils soient concurrentiels, il faut qu'il y ait des critères de convergence sur notre continent et qui se diffusent dans nos sous-régions. La zone CEAC, qui est composée de 11 pays, aujourd'hui c'est 9 parce que le Rwanda de plus en plus regarde vers la zone SADC, l'Afrique australe, et de temps en temps vers l'Afrique de l'Est. Il est important que nos pays arrêtent de s'enfermer dans les petites querelles ethno-tribales que nous voyons tous les jours ici, que nous ne voyons pas ici sur votre antenne, mais que nous voyons dans nos pays. La destinée de chaque peuple aujourd'hui, c'est de s'ouvrir pour aller affronter la concurrence à l'extérieur. Nous perdons du temps à nous battre entre nous, et ça rejoint les questions des conflits. Les conflits, moi j'entends les gens dire il faut banaliser les discours ethniques dans notre pays. Mais le next step, c'est que les gens s'affrontent par les armes. Et on viendra dire l'Union africaine a échoué. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on a fait? À l'intérieur, on dit aux gens, il n'y a pas de raison que parce que je suis né à l'Ouest, on croit que j'ai plus de droits sur ce qui se passe à l'Ouest que quelqu'un qui est né à Douala ou bien que quelqu'un qui est né à Yaoundé. Il faut que nous sortions de cet enfermement-là pour savoir que nous sommes des Africains. Le monde nous regarde comme des Africains, mais plus comme des Noirs. Et parce que nous le sommes, nous avons au moins des choses communes qui doivent nous réunir. Ces choses-là, c'est de nous, nous mettre dans la vision que quelqu'un comme le président Alpha Ouma Konaré, dans l'agenda 2103, a eu. On construit le monde par une vision. On peut ne pas atteindre certains objectifs dans des délais qui ont été prévus. Mais il faut garder le cap de l'objectif. Nos générations, en tout cas vos générations, parce que je suis d'une autre génération, moi je parle avec autant de passion de l'Union africaine, parce que j'ai assisté, j'ai participé à un certain nombre... En tout cas, je me suis intéressé à la question et j'ai vu comment un certain nombre d'acteurs civils autour du président Konaré ont mis en place cet agenda. Il y a un cap, mais c'est les moyens mis en œuvre. Les moyens, pas toujours les moyens financiers. C'est même la volonté de nos dirigeants d'intégrer ou d'associer ceux des citoyens ou celles des compétences qui sont susceptibles de faire avancer cette vision-là, de faire réaliser cette vision qui est résumée dans l'agenda 2063. C'est compris. Alex Gustave, vas-y. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de votre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bon courage. C'est pas évident pour nous tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, retrouvez la suite de votre programme tout de suite après cette transition.
De dérive en dérive, les discours haineux à caractère tribaliste semblent être aujourd'hui l'apanage des réseaux sociaux. Le gouvernement camerounais en a pris conscience et met en garde les contrevenants sur les sanctions auxquelles ils s'exposent. Nous faisons référence ici au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui dans une récente sortie réaffirme son engagement dans cette lutte. Tout média vecteur de ces discours pourrait être sanctionné selon le membre du gouvernement. Nous en parlons cet après-midi avec Paul Joël Kamchang, secrétaire exécutif à Dizzy, Cameroun. Avant de commencer cet échange, permettez-moi de revenir sur les dispositions prévues par le Code pénal camerounais. L'article 77 de la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun et l'article 241 alinéa 1 de la loi numéro 2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, réprime l'outrage à la tribu ou à l'ethnie. Alors, Paul Joël Kamchang, bienvenue sur ce plateau de Grand 7. Merci beaucoup Audrey, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Écoutez, plaisir partagé. Alors, allons tout droit au but. Qu'est-ce qui justifie la montée des discours de haine au Cameroun? Alors, pour comprendre la justification de la montée des discours de haine, qui s'accompagne d'ailleurs de beaucoup de désinformation pour la plupart, une étude que nous avions faite avec Facebook, ou pour le compte de Facebook, il y a de cela 4 ans, notamment au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, indiquait notamment qu'on pouvait avoir plusieurs justificatif selon le contexte. C'est d'abord la question politique au Cameroun. Vous le savez que 2018 au Cameroun était marqué par un contexte politique parfois qui faisait très peur. On avait notamment peur qu'on devait arriver à une scission sociale à cause de la question politique, mais également la question tribale qui, comme vous le savez, depuis quelques années, même si quand vous faites une bonne analyse rapprochée du contexte politique et du discours tribal, ou alors ce qu'on appelle prosaïquement les attaques à caractère tribaliste, vous allez comprendre en réalité qu'il y a comme une sorte de vouloir contrôler l'espace public et de vouloir contrôler la politique, notamment parce qu'on a qualifié les usines à trolls qui passent le temps à réfléchir, à voir comment avoir un contrôle sur la société. Et ce contrôle-là s'exerce beaucoup mieux sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez comprendre, et ce qui n'est pas étonnant, que Facebook est le réseau social par excellence où ce phénomène prend de l'ampleur, parce que vous savez qu'environ 5000 internautes ou alors 5000 internautes actifs au Cameroun, c'est près de 4 millions qui se recrutent sur Facebook selon les chiffres de janvier 2023. Donc, il va sans dire que pour comprendre les justificatifs, il faut bien puiser dans le contexte qui est à la fois un contexte politique, qui est à la fois un contexte qui puise dans ce qu'on appelle les sous-actualités. Parce que, quelle qu'en soit la raison qu'on évoquera, toutes ces actualités, en réalité, restent sur une seule dorsale, qui est la dorsale politique depuis 2018. Vous parlez des réseaux sociaux, mais j'aimerais aller au-delà. Il y a des médias qui ont été indexés dans ces discours, dans l'apologie de ces discours de haine. Comment comprendre, j'aimerais bien vous poser la question, comment comprendre qu'aujourd'hui les médias soient considérés comme des vecteurs de ces discours de haine? Mais quand vous écoutez le gouvernement parler, vous avez comme l'impression que c'est maintenant que le gouvernement sort de sa torpeur. C'est quand même depuis 2018 qu'on attire l'attention du gouvernement sur le fait que certains médias, parce que ce n'est pas tous les médias, qui sont même d'ailleurs des médias qu'on pourrait compter au bout des doigts, s'investissent vraiment au discours de haine. Je vous citerai quelques propos tels que dératiser des villages, tels que acheter des tombes et consorts, qui sont en réalité des discours qui étaient connus. Mais en fait, on ne peut pas dissocier des médias des réseaux sociaux, surtout lorsqu'on sait en fait que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parfois, c'est le pendant de ce qui
se passe dans les médias. Parce qu'en fait, lorsque vous analysez la situation sur la base, par exemple, de l'outil qu'on appelle Ushahidi, qui est un outil d'origine kenyane, qui sait analyser justement ces discours de haine, on se rend compte en fait que c'est parce que ces propos-là sont partis de ces plateaux de télévision pour se retrouver sur les réseaux sociaux qu'on a pu coller une certaine viralité à ces discours de haine. Et que si on était resté uniquement sur les plateaux, on n'aurait pas eu les mêmes effets produits par ces discours si ces discours ne s'étaient pas trouvés sur des réseaux sociaux. Ce sont des médias qui se sont distingués comme tels, qui parfois défient les lois du pays, mais on a comme l'impression que le gouvernement, par ailleurs, qui est une constituante du monstre froid qu'est l'État, est resté presque tranquille à laisser faire. Mais à côté, vous allez bien comprendre que ce sont des copains. Hein, oui, justement, j'aimerais, ce qui me pousse à vous poser la question, vous pensez que le gouvernement a péché dès le départ en laissant faire certains médias, certaines personnes se livrer à ces dérives sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques? Malheureusement, c'est la triste réalité parce que vous savez, on a un gouvernement qui a une théorie du pourrissement, qui aime toujours attendre que les choses arrivent à un niveau presque irrémédiable avant de faire une sortie. Mais en fait, cette sortie est davantage une sortie martiale parce que c'est davantage des menaces. Mais on attendrait le gouvernement beaucoup plus sur un champ de sensibilisation et même de formation. Vous avez beaucoup d'institutions qui pouvaient s'investir à cela. Je vous prends le cas, par exemple, de la Commission nationale du bilinguisme qui avait signé il y a environ un an un mémorandum ou bien un accord de collaboration avec beaucoup d'organisations. Ces organisations, la plupart n'ont mené qu'une seule activité et puis c'est resté lettre morte. C'est quand on a refustigé le discours de haine il y a quelques jours que ces organisations ont été rappelées pour reprendre la sensibilisation. Vous avez le Conseil national de la communication. On attend le Conseil national de la communication sur ce champ-là précisément, pas seulement sur le champ de la répression, par le CNC. Mais la sanction ne résout pas le problème. La preuve, c'est que depuis l'existence du CNC, on a beaucoup de sanctions. Mais est-ce que vous avez comme l'impression que les questions de déontologie et d'éthique dans des médias reculent? Que non, il faut aller au-delà de la sanction, c'est-à-dire avoir une approche pédagogique. Avoir l'approche pédagogique ne signifie pas louer une salle de 500 000 la journée, inviter des journalistes, parler, manger des cacahuètes et puis on se sépare. Il faut aller au-delà. C'est ça qui est le plus important, c'est combien d'opportunités le CNC, par exemple, offre aux médias pour se former, pour recycler son personnel et tout. Vous avez la commission, par exemple, des droits de l'homme, dont c'est aussi une partie du rôle de sensibiliser parce que c'est en fait cette commission qui est chargée de veiller sur le respect des droits et des libertés. Mais quoi qu'on dise, les discours de haine ou la désinformation font partie justement de ces violations des droits de l'homme. Quand on sait même que le gouvernement parfois se fait complice de toute cette situation, la preuve c'est que ces médias l'ont fait parce que ces médias... Oui, non, on le dit avec des preuves à l'appui. Je vous parle des situations qui ont été documentées. Ce sont des médias qui, jouissant d'une certaine amitié avec certaines pontes, se croient tout permis. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce niveau. Donc, il faudrait peut-être que rappeler à Tangandzi ou alors au ministre de la Communication que ça ne suffit pas de se placer sur les plateaux et puis commencer à brandir la sanction. Il faut aller au-delà. Par exemple, une autre sanction, c'est le code pénal auquel vous avez fait allusion, le code de la cybersécurité. Il y a des dispositions. Si, depuis que ces dispositions ont été revues, par exemple, je vous mets à défi, si vous partez devant les juridictions pour documenter le nombre de cas qui ont été portés devant les juridictions, ce sera quasiment nul. À quoi bon avoir des textes qu'on ne peut pas appliquer dans un pays? Donc, vous avez autant de problèmes qu'on peut poser sur la table pour dire que je vous mets à défi, analysez le contexte et vous allez remarquer en fait que ces membres du gouvernement sortent à la veille du 20 mai qui est qualifié d'être une fête de l'unité et dont le slogan qui a été apporté là. Tenez-vous tranquille, dans 6 mois, invitez-moi, on en reparlera et vous allez remarquer qu'on rentre dans les mêmes travers. Mais également, il faut interpeller Facebook qui... Vous pensez que c'était une fuite en avant? C'est une fuite en avant comme beaucoup d'autres. Déjà, peut-être si vous vous rappelez, le ministre des Postes et Télécommunications à un moment, notamment autour de 2018, brandissait de temps en temps des coupures du code pénal pour rappeler aux personnes qui enfreindraient cette disposition qu'elles seraient punies si jamais elles étaient soupçonnées ou alors convaincues d'être des personnes qui propagent les discours de haine. Mais après, il y a eu combien de personnes qui sont tombées sous le coup de cette loi? Presque rien. Donc, ce sont des slogans à n'en plus finir. Dans le contexte, on était à la veille de l'unité nationale. Et quand on sait que les discours de haine ou la désinformation sont un facteur
nauséabond ou très dangereux pour la cohésion sociale. Cela va de soi, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Reprenez toutes les études dans ce sens ou alors toutes les analyses, vous allez comprendre que ça a commencé à partir de 2018. Mais en fait, ce n'est pas à partir de 2018 effectivement que ça commence. On va revenir sur l'élection présidentielle de 2018, c'est prévu, Paul Joël. On va marquer un temps d'arrêt, question de revenir en image sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Cet élément est signé Marie Vandongo. Une fois n'est pas coutume, le ministre camerounais de l'administration territoriale revient au fourneau. Cette fois, les instructions viennent du chef de l'État, le président Paul Biya. La très haute attention du chef de l'État a été appelée sur la montée des discours de haine prononcés par certains compatriotes inconscients ou manipulés par les hommes politiques sans scrupules. De manière récurrente, nous assistons à la prolifération des discours de haine, des xénophobies, l'exacerbation du tribalisme et la stigmatisation de certains groupes ethniques ou de certaines composantes de notre société dans les médias et les réseaux sociaux. Discours de haine, propos tribalistes, injures publiques, les contrevenants s'exposent désormais à des sanctions lourdes. D'ailleurs, elles sont rappelées dans le communiqué du ministre. Si jusqu'ici la loi n'était pas appliquée ou partiellement, Paul Atangandji rappelle ses ordonnances. Est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs, celui qui par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent code, un responsable de formation politique, de médias, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa ainsi dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. Les instructions reçues, c'est aussi de prendre des mesures conservatoires, allant de la suspension de l'activité à la fermeture des organes de communication devenus vecteurs faisant l'apologie de ces pratiques. Pour le gouvernement camerounais, la xénophobie, la haine et le tribalisme constituent désormais de graves menaces sur le vivre ensemble dans la société camerounaise. Il entend donc mettre fin sans délai à ces comportements déviants. Alors, Paul Joël, je pense qu'avec vos études, vous êtes mieux placé pour nous dire quelle méthode utiliser pour traquer les discours haineux, les commentaires haineux, les messages haineux, xénophobie et autres sur les réseaux sociaux. Écoutez, il existe plusieurs méthodologies qu'on convoque l'observation empirique ou alors qu'on utilise certains outils qu'on a à profusion sur la toile, notamment Ushaidi, qui est un très bel outil d'ailleurs adopté par les Nations Unies pour documenter les discours de haine et qui a fait ses preuves au Kenya et même au Rwanda dans le cadre de ce qu'on a connu. Ce sont des outils ou alors des approches qui permettent de documenter. Généralement, en tant que trust partner, ce qu'on fait, c'est avec Facebook, c'est un plaidoyer qu'on mène dans ce cadre pour essayer de leur dire attention, votre plateforme risque de nous apporter plus de problèmes au Cameroun qu'on en a. Même si de temps en temps, on a quand même dans le cadre des consultations qu'on a avec Meta, ça porte ses fruits, mais il y a également que sa politique publique pose un certain nombre de problèmes, notamment les standards de la communauté sur lesquels on attire l'attention régulièrement de Facebook sur le fait que ce sont des standards un peu beaucoup plus généralistes qui ne s'adaptent pas à un certain contexte. Parce qu'il faut dire par exemple que la question de la culture numérique varie d'une région à une autre, qu'on soit du Cameroun, qu'on soit du monde anglo-saxon, qu'on soit en France et ainsi de suite. Vous voyez par exemple que quand je prends le cas de la CNIL en France ou alors des cas de plaintes qui sont portés devant les juridictions françaises, ça prospère parce que là-bas, les institutions ne sont pas transigeantes sur les violations qu'on peut constater, notamment sur les réseaux sociaux. On souhaiterait que ce soit le même cas ici, mais hélas, on a comme une sorte de protecteurs de liberté publique un peu trop laxistes et même parfois complaisants, qu'on arrive finalement à cette situation à être plutôt très alarmiste plutôt que d'être prévoyant. Et c'est le cas au Cameroun. Mais on continue à dire que si on ne fait pas attention, on risque d'aboutir à la rwandadisation du Cameroun. Et là, il faut faire beaucoup attention.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur, vous l'abordiez il y a quelques instants, l'élection présidentielle de 2018 qui est considérée comme l'élément déclencheur de ces discours de haine. Est-ce qu'on ne devrait pas interroger la part de responsabilité des acteurs politiques au Cameroun? Mais en fait, quand on parle de l'élection de 2018 comme étant le point de départ de ces discours de haine, c'est archi faux. En fait, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, oui. La question du tribalisme ou des discours de haine commence bien avant l'élection de 2018. Rappelez-vous, notamment la première élection pluraliste au Cameroun dans les années 93-92, lorsque John Fundi devait challenger Paul Biya pour la première fois. Vous vous souvenez tous les discours qui avaient été tenus, notamment que l'Ouest et les anglophones étaient derrière Fundi, avec tout ce qui a filtré de ces élections. On a même connu un journal qu'on appelait la Sainte-Trinité avec d'autres journaux qui étaient carrément acquis à cette partie et qui étaient considérés comme des journaux du Grassfield. La particularité par contre de 2018, c'est que c'est arrivé dans un contexte où les réseaux sociaux ou alors la fréquentation des citoyens aux réseaux sociaux ou leur rapprochement est assez fort. Et c'est pour ça qu'on a comme l'impression que ça commence par là, que non, c'est parce que les réseaux sociaux ont eu une emprise assez forte et la virulence et la viralité des différents propos qu'on a observés. Et puis ne perdez pas de vue que c'était aussi la première élection au cours de laquelle, par exemple, la publication des résultats par l'institution habilitée à le faire était par exemple montré en direct à la télévision nationale. Donc vous comprenez que tout était fait pour qu'on assiste là à une sorte de prise en charge, comme les pisciculteurs aiment souvent utiliser cette expression, pour justement donner l'impression que c'est devenu viral sur des réseaux sociaux. Mais en réalité, ça ne date pas de 2018, ça date bien avant toutes les élections qu'il y a eu. Vous vous rappelez Bello Bouba Maïgari, quand il a été, quand il est arrivé à l'opposition et tout. Donc on ne peut pas nier le fait qu'en 2018, on a eu une escalade de discours oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je tiens à juste apporter la précision que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a atteint ces niveaux. Mais ça ne veut pour autant pas dire que ça n'a jamais existé au Cameroun. Ça a toujours existé. Les expressions telles qu'anglophobe, bamilekon, ce sont des expressions qui ont existé. Sadina, voilà, Sadina. Non, Sadina, c'est arrivé net à la période de 2018. Mais quand on parle des moutons du Nord, par exemple, ce sont des expressions qui existent depuis que nous sommes tout petits. Donc ça ne commence pas seulement qu'en 2018, mais en fait, ce sont les réseaux sociaux qui ont aidé à amplifier cette situation. Et rappelez-vous que quand on le disait, ça ne disait absolument rien à personne. Mais maintenant qu'on le dit, quand on traite de Bosniaque, vous voyez, les Bamileke étaient par exemple traités de Bosniaque avant, mais maintenant, quand vous retraitez le même Bamileke de Bosniaque, mais tenez-vous tranquille, il ne sera pas content. Les moutons du Nord et consorts, ce sont des expressions ou alors des attaques à caractère tribal qui existent depuis. Donc, il faudrait bien sûr qu'on fasse cette différence et qu'on n'essaye pas de noyer des gens en disant que ça a commencé en 2018, parce que je suis justement ça un peu partout, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce ne sont que des réseaux sociaux qui ont aidé à donner une autre dimension à cette situation qui existe au Cameroun depuis. Au Cameroun, on assimile généralement les partis politiques à des tribus précises, celles auxquelles appartiennent généralement leur président national. On a le MRC de Maurice Kamto, on a le RDPC du président de la République qui est du centre, on a le PCRN qui a son bastion au littoral. Du coup, les divergences d'opinion débouchent très souvent sur ces injures tribales. Quelle lecture ? En fait, la lecture que je me fais, ce sont les sociopolitistes ou alors les politologues qui viennent avec cette nuance. Parce que quand vous convoquez, par exemple, les anthropologues, leur lecture de la situation est complètement différente. Le fait qu'un président appartient à une région donnée ou alors que son parti politique a son bastion dans une région donnée, ça ne suffit pas pour qualifier son parti de parti politique tribal, comme j'entends un peu partout. Parce qu'en réalité, ce qui est plus important, c'est les militants. Ce sont les militants, en fait, qui doivent être l'élément central, l'élément qualifiant. Mais je suis convaincu que les sociologues ou alors les anthropologues peuvent mieux l'expliquer que les politologues qui, en réalité, dans leurs analyses, jettent plutôt comme une sorte de poudre dans le feu. Mais c'est vrai qu'il y a des partis politiques, qu'on traite de partis politiques carrément tribaux,
parce que les militants, parfois, comme on dit, ne remplissent pas une cabine téléphonique et appartiennent tous à la même ère culturelle. Mais tous les partis politiques, comme le MRC, j'entends souvent parler, l'UNDP, quand vous voyez par exemple la composition de l'UNDP, du SDF, du MRC, ma foi, je suis très loin de les qualifier comme étant des partis politiques tribaux. Vous voyez... On n'est pas en train de le dire. Oui, vous voyez, non, enfin, ça, en fait, vous faites le reflet d'une expression ou alors des commentaires qui se disent tous les jours et qu'on entend même parfois sur des plateaux de télévision portés parfois par certains militants, soit pour chahuter d'autres, soit pour chahuter d'autres militants ou alors pour dire autre chose. Donc, c'est pour dire en fait qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup attention à cela. C'est vrai que la situation qu'on vit actuellement au Cameroun puise son essence même dans les divergences politiques qu'on a au pays, qui devrait être, ma foi, plutôt comme une sorte d'indicateur de vitalité de la démocratie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est plutôt tourné en dérision et ça produit par contre l'effet inverse. Est-ce qu'on observe sur la toile comme étant des dérives purement tribales ou alors de la désinformation? Parce que la petite précision qu'il faudrait apporter, c'est que vous avez beaucoup de discours de haine qui s'accompagnent de désinformation, mais à contrario, ce n'est pas souvent possible. Et donc, il faut beaucoup faire attention lorsqu'on essaye de faire cette différence pour dire en fait qu'il faudrait plus consagrer à cela. Sinon, le RDPC, est-ce qu'on qualifierait alors le RDPC comme un parti tribal? Que non. Quand vous voyez la composition de la statut institutionnelle du RDPC, ce n'est pas le cas. Encore moins pour les grands partis politiques. Peut-être ça peut exister, mais peut-être à un niveau beaucoup plus petit, quoi. Vous parliez il y a quelques instants de la négligence ou de la tolérance du gouvernement, mais cette fois, le MINAD semble s'être résolu à lutter contre l'apologie de la haine sur les réseaux sociaux. Plusieurs départements l'accompagnent, plusieurs départements ministériels l'accompagnent dans cette lutte, notamment le ministère de la Communication, le ministère de la Défense. Est-ce que c'est possible pour le gouvernement camerounais d'éradiquer totalement le mal ? Sauf que ça ne devrait pas seulement être une affaire du gouvernement, ça devrait être une affaire des parties prenantes. On doit voir les partis politiques dans la danse, on doit voir les organisations de la société civile dans la danse, on doit voir le gouvernement parce qu'en fait, dans ce maillon, chaque pièce joue un rôle bien précis. Le gouvernement en tant que le régulateur de la société, les partis politiques, même si ils sont à la conquête du pouvoir, ont quand même une position sociale qu'il faut craindre et respecter. Également, les organisations de la société civile dont le rôle se résume beaucoup plus à la sensibilisation et au plaidoyer. Il faudrait bien qu'on voit, et les médias qui sont un acteur non négligeable, parce que vous savez que parfois, ou alors la plupart de ces discours sur des plateaux de télévision. Et puis on est même à un niveau où la plupart des médias dans nos pays ont dans leur programme plus des émissions de débat que d'autres genres journalistiques qui pourraient permettre aux citoyens de mieux accéder à l'information. Pour autant, ces débats, et il y a une étude qui le démontre assez, sont en fait des niches de désinformation et de discours de haine. Et on l'assiste tous les dimanches ou tous les samedis, même en semaine, à chaque fois qu'on écoute un débat, surtout lorsque les hommes politiques sont autour de la table. C'est où ça prend vraiment une tournure pour laquelle il faut bien sûr faire beaucoup attention. Alors, Paul Joël, de votre observation, qui tire intérêt de ces discours de haine au Cameroun? Tout le monde y a intérêt, beaucoup plus les politiques, parce que vous savez, la propagation de ces discours de haine permettent parfois le contrôle de l'opinion. Je voudrais vous faire don d'une analyse ou d'une enquête que Jeune Afrique avait publiée à la veille de l'élection présidentielle, indiquant justement que le RDPC, le gouvernement, recrutait des cyberactivistes pour répondre à ces discours de haine. Mais tenez-vous tranquille, quand vous avez un tel acte, et on l'a observé sur la toile, c'était des gens à qui on remettait un laptop et on remettait 50 000 et une connexions chaque fin du mois pour répondre à certains partis politiques. Quand vous avez une telle attitude en face, ce n'est pas de nature à calmer le discours de haine, mais plutôt à amplifier. Et on l'a constaté. Voyez même la façon avec laquelle ces différents partis politiques organisent leurs militants sur des plateaux. C'est parfois des positionnements stratégiques. Nous, on a documenté des faits, par exemple, où des présentateurs de débats se font appeler par des pontes de Yaoundé pour leur donner, par exemple, la conduite à tenir pour ce qui est de l'organisation des débats, les thèmes à inscrire, les panélistes, les personnes à inviter. Vous voyez, tout ça, en fait,
sont des indicateurs de ce que vous avez des gens qui ont intérêt à ce que cela prospère. Parce qu'on est dans un contexte où tout le monde attend la fin d'un régime ou d'un règne. Et donc, cela s'accompagne de tout ce qui va avec en termes de désinformation, de discours de haine. Et apparemment, dans la stratégie, le discours de haine au Cameroun marche beaucoup parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Et c'est ça à quoi on assiste quand vous observez pas beaucoup plus de façon empirique, même de façon scientifique, en observant beaucoup plus les mouvements sur les plateaux, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre en fait qu'il y a des gens facilement identifiables qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui ont intérêt à ce que les discours de haine prospèrent. Parce que voyez-vous, on veut séparer les Bami, des Ewondo, des nordistes et consorts. Mais malheureusement, ce qu'on oublie, c'est que les vrais propriétaires du Cameroun sont les Pygmées. Le reste des Camerounais sont seulement venus qui du Soudan, qui à partir de la RCA et consorts. Et il y a les sociologues pour mieux expliquer comment chaque ethnie. Et même là, j'aime souvent beaucoup écouter le professeur Paul Abouna, qui est également un bon anthropologue qui élabore beaucoup sur cette théorie, qui indique qu'on a plusieurs ethnies au Cameroun qui sont dans plusieurs régions. Mais en fait, ce sont des descendants d'un même peuple, ce sont des descendants des mêmes aïeux. Et donc, il n'y a pas lieu de vouloir nous séparer parce qu'en fait, c'est un peu comme si on séparait les enfants des mêmes parents. Auriez-vous des propositions dans le sens de la lutte contre ce fléau? Les propositions en termes de recommandations, c'est qu'on sente davantage la société civile sur le terrain de la sensibilisation, sur le vivre ensemble, sur l'unité et sur le fait que nous sommes tous fils d'un même pays. La sensibilisation ou la recommandation, c'est aussi que le gouvernement ne frappe pas seulement du point de la table à la veille du 20 mai, mais que ça continue, que l'Antique, par exemple, qui a cette possibilité de traquer ses discours sur les plateformes, le fasse véritablement et qu'il y ait par exemple une gradation des sanctions, passant par exemple par des avertissements, par la disparition des comptes ou alors des pages sur les réseaux sociaux comme étant une forme de répression et que maintenant le gouvernement essaye de jouer son rôle en interpellant des gens qui se plaisent aussi bien sur les plateaux que sur les réseaux sociaux. Et ça me plaît beaucoup de voir la catégorisation des acteurs qui vont passer à la trappe, notamment les journalistes, les acteurs de la société civile et les hommes politiques qui, soupçonnés de propager les discours de haine, seront les premiers à être frappés avec véhémence. C'est déjà une première approche, mais il faut qu'on aille au-delà et aussi que les GAFAM, Facebook et consorts, puissent justement accentuer la régulation des contenus en ligne. Parce que jusqu'à présent, la question des standards de la communauté pose un sérieux souci parce que vous avez des algorithmes, par exemple, qui ne sont pas suffisamment huilés. Vous allez remarquer que les Camerounais sont tellement ingénieux qu'à chaque fois, ils changent d'expression sur la plateforme, mais ces expressions signifient la même chose. Si je vous mets Black Lake, par exemple, les algorithmes de Facebook ne sauront pas ce que cela signifie. Mais quand vous êtes dans la partie anglophone, dans le cadre de la crise anglophone, vous comprenez en fait que c'est un discours de haine qui est violé, qui signifie seulement un traître. Et c'est comme ça que, par exemple, ceux qui propagent des discours de haine, la partie du sud-ouest appellent ceux du nord-ouest, dans le cadre justement de cette crise anglophone. Vous avez tellement d'expressions qui ont vu le jour pour contourner les standards de la communauté et contourner les algorithmes de Facebook qui ne peuvent pas reconnaître ces expressions comme étant des attaques à caractère tribal, contre le genre, contre la profession et consorts. Parce qu'il faut toujours partir de la définition du discours de haine qui est en fait une attaque contre un groupe. Si on attaque un individu, on n'est plus là dans le cadre d'un discours de haine, mais plutôt contre un groupe, les Bami, les Ewondo et consorts. Donc il faudrait bien sûr qu'on circonscrive ça parce que les abus tendent également à se propager et à confondre tout ce qu'on voit sur la scène publique, notamment les médias et les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Paul-Joël Kamdjang, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Audrey. Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif à Dizzy Cameroun. C'est bien ça. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé Audrey. Mesdames et messieurs, fin de cette rétrospective de l'actualité. Retrouvons-nous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.